aller rapidement compter donc de l'émission. Hein. Bienvenue donc à notre émission, donc Beat Back, Bring the Ivory and Back Again. Le titre aujourd'hui, c'est donc Quand Paris a arrêté donc Laurent Gbagbo, révélation donc des Sima Amara et les répercussions aujourd'hui, ladies and gentlemen. Alors, ça sera une émission, comme je disais, donc très intéressante tout à l'heure. Bonsoir et bonjour, ces auteurs. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue donc à Beatback, notre émission. Votre animateur, c'est Jacques Roger. Aujourd'hui, nous ouvrons donc un chapitre, j'allais dire sensible et explosif de notre histoire récente. Pendant donc 13 ans, on nous a donc répété donc la même version. Laurent Gbagbo aurait été donc vaincu donc par les forces pour Ouattara en avril 2011. Mais un document inédit, issu donc des archives de l'ancien ministre, ici à Amara, révèle donc toute autre réalité, celle d'une opération donc militaire française décidée donc à Paris et exécutée à Abidjan. Ces révélations donc posent donc une question donc essentielle. Sur quoi donc repose réellement l'hégémonie d'Alassane Ouattara et donc la légitimité donc de son pouvoir, alors même que donc le Conseil constitutionnel avait donc proclamé à Laurent Gbagbo grand vainqueur donc de ces élections. Pour analyser donc ces faits et leurs conséquences sur la Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous recevons donc un invité donc de marque que vous connaissez très bien, analyse politique, politologue, secrétaire exécutif donc du CACI, Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, enseignant aussi, hein, grand contributeur et supporter donc, du Jacques Roger Show, puisque nous existons depuis pratiquement près donc, de 22 ans. Le docteur Eric Eddy nous a toujours accompagnés pendant ces 22 ans. Docteur Eric Eddy, encore une fois, merci et bienvenue donc, à l'émission Beat Back. Merci. Je voulais m'assurer que mon micro passe très bien. Il y avait quelques difficultés techniques ce matin. Nous vous entendons 5 sur 5, docteur Je Eric. vous en prie. Merci Jacques Roger pour ce que vous avez dit antérieurement. C'est toujours un plaisir de savoir qu'on a contribué à l'essor d'un outil de démocratie parce que n'oubliez pas que les médias sont le quatrième au pouvoir et sont un élément essentiel dans les efforts de démocratisation dans lesquels nous sommes engagés depuis un certain temps. Donc, merci pour cette reconnaissance et puis nous nous engageons à toujours faire en sorte que de pouvoir participer et contribuer donc à l'essor de cette chaîne de radio. Voilà, merci beaucoup, docteur Eric Eddy. Alors, nous allons aller donc très rapidement, docteur Eric Eddy, vous avez donc le thème de notre sujet. Pour commencer donc ce sujet, on fera donc dans un premier temps, la première partie, on fera donc un retour donc sur les faits. Ensuite, selon donc Essi Amara, c'est donc, c'est une, disons, c'est pas la rébellion réellement. Qui a placé donc M. Alassane Draman Ouattara donc au pouvoir. Hein. Alors on va vous demander, docteur Eric Eddy, après, je suppose que vous avez donc lu les éléments donc, de M. Issi Amara. Comment ce récit, docteur Eric Eddy, change-t-il, j'allais dire, hein, notre compréhension donc, de la crise, j'allais dire, post-électorale? Ce récit de M. Sié Amara, l'ambassadeur, le ministre dont la mémoire est à saluer parce qu'il nous a quittés il y a quand même peu de temps. Nous saluons ce grand homme qui a apporté beaucoup à la diplomatie ivoirienne, à la diplomatie africaine et même à la diplomatie dans le monde entier. Je voudrais, Jacques Roger, avant de répondre à la question aussi, on ne l'a pas fait peut-être suffisamment, rendre un vibrant hommage à ce monsieur-là qui a conduit des délégations. La résolution de la crise en Sierra Leone, c'est le ministre Essi Amara. La mise sur pied de l'Union africaine aujourd'hui, c'est le ministre Essi Amara parce qu'il a été le dernier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine qui a supervisé la transition donc de l'OUA à ce que nous avons aujourd'hui l'Union africaine. Homme vraiment très discret, homme pieux qu'on a vu et qui a contribué à un moment donné même, qui a voulu se présenter à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire et qui aurait pu véritablement apporter beaucoup de choses. Le Seigneur en a décidé autrement. Nous voulons vraiment lui rendre un grand hommage à notre façon. En lisant maintenant, pour arriver à votre question très rapidement, en lisant ce qu'il a écrit, Jacques Roger,
en quoi est-ce que ça change notre compréhension, le récit, le narratif de ce qui s'est passé en 2010-2011? C'est plutôt le renforcement de quelque chose qui avait déjà été dit. Vous savez que Charles Onana, dans le livre qu'il a publié déjà en 2011-2012, hein, Côte d'Ivoire, le coup d'État parfait, est préfacé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, avait déjà levé un coin de val sur le fait que ce soit l'armée française, avec la contribution de l'ONUCI, qui ont aidé ce qu'on a appelé en son temps les forces nouvelles, les forces armées des forces nouvelles à prendre le contrôle d'Abidjan. Donc, il y a un renforcement d'une thèse. En même temps aussi, il y a la déconstruction de la thèse que nous avons eue jusque-là, selon laquelle ce sont les forces armées des forces nouvelles, ce qu'on appelait les forces rebelles, MPCI dans le temps, qui avaient pris le contrôle d'Abidjan, ou bien qui avaient été vainqueurs de la bataille d'Abidjan. Alors, alors, comment ce récit change-t-il? Donc, bon, disons, vous l'avez dit, hein, mais je vais repréciser encore la question afin que vous soyez encore plus explicite. Comment ce récit change-t-il certainement notre compréhension de la crise post-électorale? Ben, ça nous permet de faire une autre analyse. Ça veut dire que si, en réalité, ce sont les forces françaises, comme le dit dans son récit le ministre Amara, et ce n'est même pas le récit de M. Amara, il rapporte le récit de l'ancien ambassadeur Jean-Baptiste de Simon, je pense, de France en Côte d'Ivoire, au cours du dîner d'adieu que ses pairs lui ont offert. Alors, ce que nous devons analyser et comprendre ici, premièrement, c'est que la France a installé quelqu'un. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, le dit à plusieurs reprises, nous avons sorti Gbagbo, on a installé. Mais ça veut dire quoi, nous avons installé? Ça veut dire que cette action-là doit nous rappeler le film que la chaîne de télévision de radio, hein, le média Al Jazeera, qui s'intitule en anglais The French Africa Connection, qui parle des relents de la France-Afrique et des dimensions de la France-Afrique, mais au XXIe siècle. En 2010 et 2011, c'est le remake des activités nocturnes, des activités opaques de la France-Afrique en Afrique qui s'est jouée sur le front en Côte d'Ivoire. C'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, changement donc de comment nous réfléchissons, c'est que nous avons un régime totalitaire et autoritaire, comme je l'appelle, qui a été installé. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans le livre de Charles Onana, le président Thabo Mbeki dit que la France est intervenue pour ses intérêts. Quels sont ses intérêts? Comment nous les analysons aujourd'hui? Nous voyons que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans ces valises-là, nous ne savons plus le nombre de fois que M. Alassane Draman Ouattara a voyagé et s'est envolé pour la France. Combien de fois est-ce qu'il est allé à l'Élysée? Combien de fois il a été rencontré? Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Qu'est-ce qui se dit là-bas? Et ce en quoi ce qui se dit là-bas influence la politique en Côte d'Ivoire. Voilà les points d'analyse. C'est-à-dire que la France a installé un régime pour se maintenir à un moment donné où sa présence en Afrique avait déjà commencé à chanceler ça et là. La France a installé un régime qui lui permet aujourd'hui de contrôler encore les anciennes colonies en Afrique de l'Ouest notamment. Alors, si le Conseil constitutionnel donc, avait installé, donc, disons, Laurent Gbagbo, grand vainqueur, et qu'en parallèle, on évoque aussi près de 600 000 voix confisquées à M. Henri Konan Bédié, alors, le docteur Ikedi, sur quoi donc repose, donc, j'allais dire, l'hégémonie et la légitimité de M. Ouattara? Enlevons la question de la légitimité. Nous ne croyons pas à cette légitimité parce que la légitimité ici aurait été la clarté des urnes. Dans un régime démocratique, dans un pays où les habitants, les hommes et les femmes ont choisi le mode des élections comme moyen de désignation de leur leader, ce qui veut dire que quand on est passé par ce mode-là de façon transparente et de façon libre, le leader ou alors le vainqueur ou bien celle ou celui qui gagne acquiert automatiquement la légitimité et la légalité. Dans le cadre de M. Alassane Draman Ouattara, on ne peut ni parler de légalité parce que on a remis en cause les décisions du Conseil constitutionnel en son temps. On a remis en cause aussi la volonté du peuple ivoirien parce que rien n'indique, comme il le dit encore une fois, et la question demeure posée, qui a gagné véritablement les élections de 2010. Donc, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de légalité. Sur quoi est-ce que repose donc cette hégémonie dont vous parlez? Ça ne repose que sur la force militaire et cette force militaire-là est appuyée encore une fois par la diplomatie française.
Alors, si on a remis donc en cause, laissez-moi vous poser cette question avant que je l'oublie, si on a remis en cause les décisions du Conseil constitutionnel, donc hier, docteur Eric Eddy, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit se pencher sur des dossiers. Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres Ivoiriens ont le droit aussi donc, de remettre en cause des décisions de ce même Conseil constitutionnel? Ben oui, vous savez que dans des émissions et des discussions passées que j'ai eues avec vous, j'ai dit que quand on a posé des actes qui sont anticonstitutionnels, il faut avoir peur de leurs répercussions parce que ces actes-là deviennent en eux-mêmes aussi des actes de jurisprudence qui, quand ils soient acceptés, quand ils ne sont pas revus, ne sont pas critiqués, ne sont pas condamnés, vont devenir l'excuse que d'autres personnes peuvent utiliser. Vous savez, Jacques Roger, très rapidement, lorsque vous avez dans toute opposition partout en Afrique des leaders d'opposition qui remettent en cause la constitutionnalité de certaines décisions, ce n'est pas forcément que ces décisions-là sont anticonstitutionnelles. Vous comprenez? Ça veut dire simplement que le manque de confiance qu'on a à une telle institution conduit à de telles dérives. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la confiance que la décision qui est prise est forcément pas bonne? Mais ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, pour être très clair, que ce qui a été fait en 2010, le rejet de la décision finale du Conseil constitutionnel sur M. Yaoundé, est ce qui conduit aussi à ce que nous avons aujourd'hui et qui donne, j'allais dire entre griffes, le droit à toute autre personne aussi de contester ce que la commission, non, ce que le Conseil constitutionnel peut dire. Voilà, merci beaucoup, docteur Ekedi. Alors, en quoi, docteur Ekedi, ces révélations modifient-elles la mémoire collective et la réconciliation nationale? Est-ce que vous pensez que ces révélations pourront donc faire changer les lignes? Ou bien, voilà, chacun va s'accrocher à sa position? Non, c'est important que la vérité éclate. Et ça, nous l'avons dit et nous continuons de le dire. C'est la raison pour laquelle le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, le CACI, continue de parler de l'importance d'une transition parce que c'est le seul cadre dans lequel la vérité, l'autopsie véritable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011 pourra être faite. Je parle d'autopsie ici. Et lorsque ça s'est fait, bien entendu, ça nous permet d'aller véritablement à ce que vous avez appelé une réconciliation. Mais la réconciliation n'est pas simplement des mots. La réconciliation, c'est aussi de nombreuses réparations qu'il faut faire. Et ces réparations-là sont des réparations soit sur le plan économique, des réparations sur le plan donc, de ce que les gens ont perdu, des réparations sur le plan donc, des familles qui se sont divisées, des communautés entières qu'on a cassées, et un certain nombre d'habitudes qu'il faut véritablement reformater et réformer. C'est ça les réparations et c'est ça aussi la nature de la réconciliation. Donc, on a là, encore une fois, comme j'ai dit, le changement, la déconstruction d'un narratif que nous avons entendu depuis lors, qui fait qu'aujourd'hui, dans l'heure dans les efforts de résolution de cette crise en Côte d'Ivoire, de ce problème en Côte d'Ivoire, il faudrait penser non seulement aux forces armées des forces nouvelles qui sont aujourd'hui fusionnées dans l'armée ivoirienne, mais il faut penser aussi à l'influence, à l'ingérence de la France. Il faut aussi penser au rôle néfaste que l'ONU a joué, au rôle néfaste que la CEDEAO a joué et au rôle néfaste ou bien attentif que l'Union africaine aussi a joué. Et tout ça, ce sont déjà des pistes qui nous avaient été offertes par le président Thabo Mbeki, comme je le dis encore une fois, clairement dans la préface du livre de Charles Onana. Monsieur ici, Amara se demandait aussi, sommes-nous vraiment un État indépendant et souverain? Cette question est-elle toujours en Côte d'Ivoire et en Afrique, docteur Rikedi? Elle est toujours d'actualité. D'ailleurs, ce que le ministre Issi Amara, encore une fois, nous saluons sa mémoire, a écrit, à ce stade-là, à part l'extrait que nous avons lui analysé qui dit être donc sorti, qu'on dit être sorti de ses archives, nous ne savons pas à quel moment il a écrit ça. Mais il relate des faits qui ont eu lieu entre 2010 et 2011, plus précisément en avril 2011. De 2011 à maintenant, nous sommes en plein 21e siècle. Jacques Roger, ça veut dire que la question de l'indépendance de nos pays et surtout de la Côte d'Ivoire est véritablement remise en cause quand on n'a pas le peuple n'a pas l'habilité ou bien le pouvoir de pouvoir exprimer sa position sur qui est-ce qui est choisi pour pouvoir diriger sa destinée et que ce soit la France qui intervienne et que par ricochet, le régime qui a été installé par la France continue de diriger avec la même mise de la France, même mise sur le plan économique, même mise sur le plan diplomatique, même mise aussi sur le plan politique. Merci beaucoup, docteur Reguila. Alors, parlons donc des conséquences politiques actuelles donc en 2025. Peut-on dire que donc la crise 2011 a ouvert, j'allais dire, la voie
à un modèle où donc, le pouvoir ne se conquiert non pas par les unes, mais par la force ou la manœuvre extérieure. Mais cette crise-là a montré qu'on peut gagner des élections et puis se retrouver à la haie, donc en prison, donc ne pas diriger le pouvoir, et on peut perdre et se retrouver donc au palais présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est la première leçon, peut-être conséquence politique qu'il faut voir. La deuxième conséquence politique, c'est comme vous le dites, un régime qui véritablement prend ses ordres à partir de la France. Ça veut dire donc qu'on a la continuité de la France-Afrique en plein 21e siècle. Vous savez, hein, ce que, comment il s'appelle Bourgi fait comme révélation aujourd'hui n'est pas loin de ce que le ministre Essia Mara donc, nous dit et qui vient d'être révélé à partir donc, de ses archives. Mais ça veut aussi dire que vous avez de nouveaux Jacques Faucard qui sont dans la sphère politique. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'avoir nos décisions politiques, nos décisions économiques, notre politique monétaire pardon, et financière toujours dirigée avec l'influence forte de la France? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Jacques, je voulais terminer rapidement en disant qu'en 2020, vous vous rappelez qu'il a fallu que M. Macron, et permettez-moi de l'appeler M. Macron parce que nous sommes dans une phase de critique très forte donc de la diplomatie française ou alors de l'Élysée, qui a dû prendre le micro pour dire et pour justifier pourquoi M. Alassane Draman Ouattara devait se représenter. C'est comme pour dire, oui, c'est vrai, nous lui avons dit de changer quelqu'un. Il a trouvé quelqu'un à la personne du ministre Amadou Gon Koulibaly, qui est malheureusement décidé. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Il fallait qu'il vienne là. Vous avez vu que le fait que Macron monte au créneau a donné une certaine légitimité, mais pas ricochet. Pour nous, l'analyse, c'est que, écoutez, notre poulet est en ballottage, il faut aller le défendre, et voilà comment nous l'avons défendu, aux yeux de toute la communauté européenne. Donc, avec l'exclusion aujourd'hui de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et autres, voyez-vous donc une continuité entre l'intervention donc, militaire de 2011 et les manœuvres institutionnelles, j'allais dire, actuelles? Vous savez qu'il y a un philosophe allemand qui disait que la guerre est la continuité ou alors la poursuite de la diplomatie. Quand la diplomatie a échoué, on fait la guerre. Donc, on peut revenir encore à, si vous voulez, toutes sortes ou bien toute forme de diplomatie. Je répondrai que oui. Vous savez, les mécanismes de contrôle du pouvoir dans un régime qui se veut autoritaire et qui se veut, oui, autoritaire, comme je peux le dire pour ne pas me répéter, les manœuvres utilisées pour se maintenir au pouvoir sont diverses. Et l'une de ces manœuvres, justement, c'est l'utilisation de la justice pour éliminer un certain nombre de candidats. Quand on entend dans le temps M. Alassane Draman Ouattara dire si les autres se retirent, je me retire, il n'y a aucun document constitutionnel, aucune loi qui dit que vous vous retirez de la scène politique parce que les autres doivent se retirer ou bien par conséquence du fait que les autres se sont retirés. Il n'y a pas de disposition qui dit ça. La seule disposition qui existe, c'est que nul n'a le droit, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, d'exercer le mandat présidentiel plus de 2 fois, c'est-à-dire au-delà de 2 mandats. Ça, c'est tout ce qui est dit. Mais nulle part, il n'est écrit, ni dans le code électoral, ni dans la Constitution, ni dans les articles ou tout autre article de loi, même dans les décrets que lui-même il a signés, nulle part, il est dit que je me retire parce que Laurent Gbagbo et feu le président Henri Konan Bédié se retire. Bon, maintenant que le président Henri Konan Bédié est parti par la force des choses, pourquoi il ne se retire pas? Ou bien il attend que le président Laurent Gbagbo lui-même aussi meure? Bon, grand point d'interrogation. Alors, selon donc, un cas de la rébellion Konaté Zia Boubacar, hein, que M. Ouattara aurait dit donc à Soro Guillaume que tant qu'il est au pouvoir, ni Gbagbo ni le PDCI n'arrivera donc au pouvoir. Puisqu'il n'est pas Dieu, attendons de voir ce qui va se passer, parce que je me rappelle bien que dans cette Côte d'Ivoire, il y a eu aussi des propos qui ont été tenus comme ça concernant M. Alassane Draman Ouattara. Bien entendu, ceux qui l'ont dit se sont basés sur le fait que si on tient compte des élections, ce monsieur ne sera jamais élu et effectivement, il n'a jamais été et il n'a jamais gagné des élections. Ça, c'est une position que nous tenons. Mais comme il y a plusieurs autres manières d'arriver au pouvoir, il est arrivé là où il est arrivé et c'est un fait, nous constatons. Donc, il n'est pas Dieu et on ne le sait pas. Il a dans son corps le sang, comme toute autre personne, donc il est mortel, donc ça, ce sont des choses à ne pas voir. Mais au-delà de ça, Jacques Roger, le dire et prendre une telle position,
Si effectivement M. Alassane Dramane Ouattara l'a dit, il démontre encore une fois sa dérive totalitaire et autoritaire, comme nous disons, et son manque de culture démocratique. Parce que si M. Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien, si Soro Guillaume est un citoyen ivoirien, il appartient aux instruments constitutionnels de loi que nous avons, soit de les éliminer ou bien de les retenir. Mais il n'appartient pas à un individu de dire que tant que je suis là, ces gens-là ne seront pas ou bien n'arriveront pas au pouvoir, le PDCI n'arrivera pas. Ce n'est pas son champ personnel. Je pense qu'encore une fois, pour faire plus sérieux, ce monsieur démontre ce que plusieurs personnes ont eu à dire et que le CACI soutient, qu'il a quelque chose qu'il doit démontrer aux Ivoiriens en termes donc, de nous marcher dessus, de se foutre des Ivoiriens ou bien de les humilier autant qu'il peut pour peut-être un ego personnel et puis une démonstration du fait qu'il n'a aucune culture démocratique en réalité. Alors, l'éventualité donc d'un quatrième mandat de M. Alassane Ouattara n'est-elle pas, docteur Eric Edy, la conséquence logique donc d'un pouvoir né d'un coup de force en 2011? On peut parler encore d'un deuxième coup de force maintenant encore. Hein? N'oubliez pas que quand on parle de coup de force ici, ce n'est pas simplement la force des armes. Vous comprenez? À un moment donné, il y avait une armée ivoirienne bien formée, comme le dit d'ailleurs même dans le rapport, ou bien dans les révélations qui font l'objet donc de cette conversation aujourd'hui. Le ministre français, l'ambassadeur français plutôt, aurait lui-même avoué que les forces armées des forces nouvelles ont buté sur une armée des forces de défense et de sécurité bien préparée. Donc, il y a la force militaire. Mais en dehors de la force militaire, il y a aussi d'autres forces qui sont utilisées. Quand on parle de force, on parle de la diplomatie. Quand on parle de force, on parle aussi du pouvoir de l'argent. Donc, on parle de force, on parle aussi de la capacité de manipulation de l'appareil judiciaire. Tous ces éléments-là mis en œuvre permettent donc d'assurer la force, l'hégémonie donc d'un régime totalitaire et d'un régime autoritaire, comme nous le disons. Donc, effectivement, la décision, l'annonce de vouloir briguer un quatrième mandat, oui, effectivement, est la conséquence logique de toute l'anticonstitutionnalité dans laquelle la Côte d'Ivoire est rentrée depuis le 11 avril 2011. Alors, merci encore, docteur Eric Edy. Alors, je vais vous poser encore une autre question d'actualité, hein, docteur Eric Edy. La Cour constitutionnelle doit se pencher réellement sur les dossiers. Mais est-ce qu'il ne faut pas repenser la manière dont nos institutions sont formées? Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle qui contient donc 7 personnes, il y a 4 personnes, dont le président ou la présidente, qui sont nommées par M. Ouattara lui-même, 3 qui sont nommées par le président de l'Assemblée nationale, et une personne qui est nommée donc la présidente du Sénat. Ils sont tous au cadre du RDR devenus RHTP. Et ils ne veulent pas du tout la candidature de M. Laurent Gbagbo et de M. Tidiane Thiam. Voyez-vous ce Conseil constitutionnel a réellement lit le droit, docteur Yekedi? Même si le Conseil, hein, là je vais vraiment faire l'avocat du diable ici, même si ce Conseil constitutionnel-là lit le droit, le manque de confiance qui existe aujourd'hui dans la classe politique, dans l'écosystème social et politique en Côte d'Ivoire, fait que les décisions qui vont découler donc de ce Conseil constitutionnel-là vont arriver avec un gros point d'interrogation. Pourquoi? Parce que quand en 2000, avant les élections, sous la transition militaire, le dossier de candidature de M. Alassane Dramane Ouattara a été exclu, ces partisans du RDR ont crié à la fraude et sont descendus dans les rues. On a dit que Tia Koné, en ce moment-là, n'avait pas dit le droit. Quand en 2010, le président du Conseil constitutionnel, Yaoundé, a décidé qu'à l'issue de ces observations, le Conseil constitutionnel élimine pour fraude ici et là et déclare donc ces votes-là invalides et par conséquent le président Laurent Gbagbo, vainqueur de l'élection, on descend dans les rues, on prend des armes, on va chercher une armée étrangère et on arrive. La grosse question est celle-ci. Pourquoi aujourd'hui un Conseil constitutionnel qui est désigné par qui vous connaissez, comme vous voulez de le dire, veut que les Ivoiriens, ou bien une grande majorité des Ivoiriens, croient et aient confiance à sa procédure? Il y a un problème de crise de confiance profonde en nos institutions. Et c'est ce que le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire dit. C'est une transition qu'il nous faut pour permettre de rétablir cela. Parce qu'en tout état de cause, M. Jacques Roger, les hommes et les femmes doivent être désignés. Même si
c'est par un mode d'élection que ces personnes-là arrivent au Conseil constitutionnel ou bien à la commission électorale, la question de la corruption demeure toujours. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que quiconque est désigné au Conseil constitutionnel ou à la commission électorale ou bien dans toute autre institution de l'État agisse comme des patriotes pour l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Ici aux États-Unis, Jacques Roger, la question est en train de se poser. Quand on parle du recul de la démocratie, ce n'est pas simplement en Afrique, ce n'est pas simplement en Asie du Sud, c'est partout dans le monde entier. Mais qui désigne les personnalités à la Cour suprême aux États-Unis? C'est l'exécutif qui désigne. Mais quand ces personnes-là arrivent là-bas, elles font l'effort dans l'esprit donc de séparation véritable des pouvoirs, de travailler pour l'intérêt supérieur donc de la nation. Ces personnes sont désignées par le chef de l'État, mais approuvées par le Sénat. Approuvé par le Sénat. Merci d'avoir appuyé ça. Merci d'avoir appuyé. Alors, donc, quand vous parlez de changement constitutionnel ou bien d'institution qui doit avoir lieu en Côte d'Ivoire, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire a son idée là-dessus, mais effectivement, il nous faut nous asseoir et puis repenser. Il faut repenser ces modes de désignation des personnes. En Côte d'Ivoire, nous continuons d'avoir un régime, d'ailleurs, dans plusieurs pays de l'Afrique qui parlent français, nous continuons d'avoir des régimes présidentialistes, c'est-à-dire quiconque a les pouvoirs de l'exécutif a des pouvoirs exorbitants. Ce sont des choses qu'il faut repenser. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle, M. Assalé Timoko Antoine, après avoir critiqué un peu le régime du RHDP sur les médias, il a reçu beaucoup de coups de fil donc de beaucoup de personnes qui disent, mais tiens, tu n'as pas encore été déjà retenu et puis tu critiques le RDR devenir RHDP, docteur Eric Eddy. Est-ce que cela ne montre pas vraiment, ne corrobore pas ce que vous venez de dire tout à l'heure, que les Ivoiriens, enfin, ça dit, ils ne croient en plus rien maintenant, ils sont obligés donc de subir, j'ai l'impression. Oui, les Ivoiriens ne croient en plus rien, ils sont obligés de subir. Et puis, cette déclaration-là, c'est un peu la traduction, la réflexion du cynisme que les Ivoiriens ont aujourd'hui. Effectivement, ils veulent avoir de bonnes choses. Vous savez, les enquêtes qui sont menées par le Afrobaromètre, que je cite tout le temps, même dans des États comme le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, où on parle de la présence des régimes militaires, les gens veulent vivre dans des démocraties. Comment y arriver? Ben écoute, ce sont les voix qu'on applaudit. Sans ici, soit ce sont des régimes militaires, ou bien qu'on applaudit d'autres régimes qui peuvent être des dictatures éclairées. Malheureusement, nous n'avons plus de dictatures éclairées dans nos pays. Nous n'en avons plus de dictature éclairée. On a des régimes autoritaires, comme je le dis, on a des régimes totalitaires. Donc, le fait que des gens puissent réagir et dire à M. Assalé et Timoko Antoine, ce n'est pas pour le décourager. Je l'encourage à continuer, je l'encourage à dénoncer les conditions dans lesquelles ces élections-là vont se tenir. Je l'encourage aussi à dénoncer la question donc de la tentative de 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara, en plus des autres problèmes de société qu'il continue d'évoquer. Je crois que cette critique-là ne devrait pas en réalité le décourager sur sa lancée. Oui, docteur Rikedi, vous êtes enseignant. Hein? Quel effet donc ces révélations peut-elles avoir donc sur la jeunesse ivoirienne, déjà méfiante, j'allais dire, vis-à-vis donc d'un processus électoral? Oh, écoutez, au-delà de la jeunesse ivoirienne, il faut plutôt regarder aussi l'apathie de la population ivoirienne en général. Regardez le corps, c'est-à-dire électoral que nous avons, et comparez-le à la taille de la population ivoirienne. Comparez l'engouement qu'il y a quelquefois, bien qu'il n'y a pas, quand il s'agit de se faire enrôler sur les listes électorales, comparativement à la taille de la population que nous avons. Combien de jeunes gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'ont pas de pièces d'identité? Combien de jeunes gens dans les villes, je ne parle pas seulement de ceux des villes, hein, vous parlez de ceux dans les campagnes ou tout ça, n'ont pas de pièces d'identité, ou bien combien d'entre eux, le taux de participation à des élections en Côte d'Ivoire, vous voyez la moyenne où nous nous trouvons. Donc, il ne s'agit pas simplement de la jeunesse de la jeunesse ivoirienne. Mais en même temps aussi la question que vous posez, le contexte social dans lequel nous vivons aujourd'hui, la fuite ou bien la dégradation des mœurs, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, le gain facile, le goût du gain facile, le allons-y rapidement, ce que nous à la fac, dans les années, début des années 90, nous appelons en même temps et mieux, tout près n'est pas loin. Aujourd'hui,
Je ne sais plus quelle autre expression est utilisée pour ça, mais ça gangréné. Et vous voyez que c'est ceux qui font le bling-bling sur les réseaux sociaux, qui vont flasher peut-être des billets de banque ça et là, on ne sait même pas comment ils les ont acquis, c'est ce qui aujourd'hui attire cette jeunesse en perte de valeur, en perte de repère. C'est vrai que ça et là, on voit quelquefois des récompenses des meilleurs élèves et autres, tout ça, mais qu'est-ce qui prend le dessus aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La dégradation des mœurs et la perte d'un certain nombre de repères est quelque chose qu'il faut véritablement intégrer dans nos analyses et faire en sorte que nous ayons et recréons une jeunesse qui croit véritablement à la Côte d'Ivoire. Une telle révélation dans un pays développé comme vous, comme aux États-Unis, si ça allait être la une des journaux, poser même des questions aux partis au pouvoir. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les médias n'existent pratiquement plus. Tout le monde, tous ces journalistes sont devenus donc des laudateurs du régime de M. Ouattara pour avoir des pédièmes. Vous le voyez même, directeur de communication donc, de beaucoup des cadres du RDR devenus RHCP. Alors, la question que je vous posais, comment donc ces révélations influentent-elles donc le débat politique actuel et le rapport donc des Ivoiriens et la démocratie? Premièrement, à mon humble analyse, le débat politique ivoirien est pauvre. Il est très pauvre. Quand quelquefois nous écoutons certaines chaînes qui ont des émissions portées sur la politique, je trouve personnellement que le débat est creux. Quand nous nous retrouvons nous-mêmes aussi dans des débats avec des frères et sœurs des pays de l'Afrique australe, je vais parler par exemple de l'Afrique du Sud, mais les gens ont des analyses profondes, posent des questions réelles et sont capables de poser des problèmes nationaux et en faire la relation avec des problèmes peut-être régionaux et des problèmes qui ont lieu à l'échelle mondiale, à l'échelle globale. C'est un peu froid dans le cas de la Côte d'Ivoire. On est plutôt porté sur ce qu'on appelle le cassement des papos que de pouvoir regarder la profondeur même des problèmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, la question de l'engagement civique, de la participation des masses à la chose, au processus politique. Je n'ai pas dit processus électoraux, hein. J'ai dit processus politique. Parce que le processus politique, au-delà des élections, c'est le fait que les citoyens soient capables de se dire que la gestion des affaires publiques est de notre ressort. C'est-à-dire que nous avons le droit de demander des comptes à telle et telle entité. Ça peut être au niveau des mairies, ça peut être même à l'échelle qu'on appelle ça de la législature, c'est-à-dire un député qui vient vers vous pour demander vos voix. Et lorsqu'il est élu, mais ou bien qu'elle est élue, ou bien cette députée, il est aussi de votre devoir de lui poser des questions sur quelles sont les lois qui sont prises là-bas. Comment est-ce que ces lois-là ont été d'abord formulées? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous ne gagnons pas? Cette participation citoyenne est des manques aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a la défaillance et que nous notons au niveau du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, défaillance que nous notons de la part des partis politiques et des organisations de la société civile. J'ai souligné qu'il y a un certain réveil au niveau des organisations de la société civile qui s'intéressent beaucoup plus à la chose politique et au processus politique dans nos pays. C'est une bonne chose, mais il reste encore beaucoup à faire, Jacques Rouget, sur ce plan. En conclusion, docteur Eric dit, la Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui plus souveraine qu'en 2011 ou toujours dépendante de l'ingérence extérieure? Non, nous sommes, je l'ai dit il y a quelques semaines, hein, lors de ce que des gens appellent la fête de l'indépendance, je l'ai appelé la fête nationale, la fête de la Côte d'Ivoire. C'est une bonne chose à dire parce que sur un certain nombre de points, il est difficile, il m'est difficile vraiment d'affirmer la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de dire que nous sommes un État véritablement indépendant. Pour un certain nombre de choses. Premièrement, il y a la question de la monnaie. Aujourd'hui, beaucoup vont le dire, et vous allez voir même de grands intellectuels, vous allez voir même de grands érudits, vous allez voir même de grands sachants, de grands économistes continuer de défendre la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA que nous avons. Mais un État, moi je le dis à mes étudiants, je le disais à mes étudiants quand j'étais encore dans les salles de classe, que à mon analyse, les États les plus postcoloniaux, véritablement postcoloniaux, l'un des États, c'est les États-Unis. Vous voyez que les États-Unis étaient une ancienne colonie de l'Angleterre. Mais au moment où il fallait se battre pour l'indépendance, les États qui sont devenus les États-Unis ont décidé d'abord, de lever une armée, qui n'est plus l'armée donc de l'Angleterre, mais de lever aussi une monnaie. Une monnaie.
Ce sont des instruments de souveraineté qu'on a. Nous n'avons pas ces instruments-là. Quand il en vient aussi à nos armées, ben, écoute, on vient de le dire, la base militaire française est à nos portes. On nous dit que oui, cette base militaire a été retrocédée à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ailleurs, les gens font la demande, chassent les gens, et nous, un matin, on se réveille, on dit, on vous rétrocède ça parce que qui a demandé ça? Qui avait mis la pression? Au moment où on mettait la pression, pourquoi vous n'avez pas rétrocédé? Donc, il y a toujours ce remue-ménage. Et à l'heure où nous sommes aujourd'hui, il prend moins de minutes ou bien d'heures pour des avions militaires pour décoller peut-être d'une autre base non loin de la Côte d'Ivoire pour arriver à Abidjan et faire peut-être une sale besogne. Donc, Jacques Roger, non. En tant que secrétaire exécutif du CACI, je ne peux pas dire avec fierté que la Côte d'Ivoire aujourd'hui la jouit d'une certaine indépendance. Non, nous n'avons pas encore acquis ces lettres de noblesse. Avant de vous laisser partir, docteur Rekedi, pour votre mot d'espoir, de l'espoir pour tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui, hein, nous sentons que tout est déjà bloqué pour un quatrième mandat de M. Ouattara avec la complicité de la Cour constitutionnelle, des médias et tout ce que vous voyez donc, au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, que faut-il faire, docteur Rekedi, en ce moment-là? Merci. Le comité d'action pour la Côte d'Ivoire dit ceci. Premièrement, et nous allons toujours répéter ce message aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, même si nous dénonçons et déplorons l'apathie que nous observons aujourd'hui parmi ces jeunes gens en Côte d'Ivoire, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes frappés par le taux de chômage, frappés par beaucoup d'inégalités sociales qui les conduisent donc à faire un certain nombre de choses qui reflètent la dégradation des mœurs, nous continuons de croire qu'il existe en Côte d'Ivoire des jeunes hommes et des jeunes gens, des jeunes femmes, des vieux, comme on peut le dire, qui sont et qui ont encore l'esprit patriotique. Ceux-là, on les retrouve aussi, je pense, dans tous les partis politiques et même dans ceux aussi qui n'ont pas d'affiliation politique. C'est à ceux-là que je voulais lancer d'abord le premier appel. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Quand on dit découragement n'est pas ivoirien, c'est véritablement le moment de démontrer que découragement n'est pas ivoirien. Mais ne pas se décourager ne suffit pas. Il faut des actions. Il y a quelqu'un qui disait que les régimes en Afrique, les régimes autoritaires, ont peur de la mobilisation de la rue. Et ce n'est pas faux. Il y a une semaine, j'ai cité l'exemple de 1990. Si le régime du président Houphouët-Boigny, le tout-puissant Houphouët-Boigny, a reculé pour appuyer finalement sur le bouton de l'article 7 de la Constitution d'alors pour revenir au multipartisme, c'est parce que la pression de la rue avait pris de l'ampleur et la pression de la rue a fini par le faire reculer. La pression de la rue, ce n'est pas la prise des armes comme le RDR. Nous, on l'a démontré à partir de 1999 et ensuite après, en 2002, pour occuper le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2011. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce de quoi nous parlons, c'est la pression véritable de la rue. D'ailleurs, on peut repartir en arrière. En 1982, quand il y a eu la grève des enseignants, ça aussi, c'est une forme de pression que les acteurs sociaux, les forces sociales ont eu à exercer sur le régime en ce moment. Ça, ce sont des exemples en Côte d'Ivoire. Alors, si ces exemples-là ont existé, si ces exemples-là ont permis de faire reculer un certain régime, nous pensons que le moment est venu pour encore se remobiliser. Ces acteurs sociaux, que ce soit les syndicalistes, ces acteurs sociaux, que ce soit les partis politiques, les organisations de la société civile, même ce qu'on appelle les grassroots organizations dans les villes et dans les villages, les organisations ci et là ont tous un rôle à jouer. Tout un rôle à jouer dans cette mobilisation et cette pression de la rue là. Les vendeuses au marché, les petits vendeurs dans les rues, tout le monde a un rôle à jouer et je pense que cela nécessite vraiment une prise de conscience et ça nécessite aussi des efforts de mobilisation de la part de ces plus grandes entités des forces sociales dont j'ai parlé, des partis politiques et des organisations de la société civile. À ce prix-là, je pense que nous pouvons y arriver. Quand vous parlez de mobilisation, est-ce que vous pensez qu'après le rejet des candidatures donc de M. Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam, vous craignez un peu qu'il y ait un peu, disons, un peu le petit chaos en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est après ça qu'il faut craindre? Nous sommes déjà dans la crainte. Nous sommes déjà dans la crainte. Okay. Parce que, pourquoi je le dis? Il faut refléter quelquefois aussi la volonté, les craintes, je voulais dire, des populations ivoiriennes en ce moment. Nous avons le privilège d'avoir des familles en Côte d'Ivoire. Quand nous appelons avec des amis et que les gens vous disent on ne sait pas ce qui va se passer pour ces élections-là. Mais les gens ne sont pas en train de vous dire
ne sont pas en train de vous parler d'octobre. Vous parlez de la période avant octobre, vous parlez de la période pendant octobre et vous parlez de ce qui va se passer après le 25 octobre, si jamais la période du 25 octobre, effectivement, ou bien l'événement se tenait. Donc, on ne parle pas de ce qui va se passer quand des candidatures auraient été rejetées par le Conseil constitutionnel qui est là. Non, on parle de la crainte du moment. Et c'est cette crainte du moment-là, justement, qui appelle même un certain nombre d'organisations internationales à s'interroger sur le devenir de la Côte d'Ivoire ou bien à tirer sur la sonnette d'alarme. Merci beaucoup, docteur Ekedi. C'est toujours un véritable régal de vous écouter. Hein. Voilà, et surtout portez-vous bien. Bon week-end avant de partir. Peut-être en une petite minute, votre mot de l'espoir pour ceux qui vous écoutent. Oui, le titre de cette émission, toujours, c'est de faire revenir le rêve ivoirien. Et le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire dit, tant que ce rêve ivoirien-là n'existe pas, il faut le crier. Si on ne le crée pas, nous allons continuer de voir la dégradation des mœurs, mais nous allons continuer de voir donc la perte des valeurs, non seulement culturelles, d'un certain nombre de repères, mais nous allons aussi continuer de voir la forte immigration des jeunes et parmi eux aussi le brain drain vers l'extérieur. Le retour donc à ce rêve ivoirien-là est une réalité. Mais ça ne doit pas être limité à la Côte d'Ivoire. En ramenant ce rêve ivoirien, il faut faire en sorte qu'il puisse réjaillir aussi sur l'ensemble des pays environnants ou alors des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Parce que hier, Jacques Roger, la Côte d'Ivoire était un rêve et les pays ont attiré beaucoup en Côte d'Ivoire sans que les autres pays, excusez-moi, ne soient pas forcément le rêve que la Côte d'Ivoire avait. Or, si ce rêve-là, ivoirien, comme quelqu'un ou bien certains le disaient, la Côte d'Ivoire est un oasis dans un désert. Si on avait essayé de créer des oasis un peu partout, peut-être que nous n'en serions pas là. Donc, c'est ça l'esprit véritable du panafricanisme ici. Et nous pensons que ce rêve ivoirien-là, il faut y croire, jeunes Ivoiriens, jeunes Ivoiriennes, il faut y croire. Le comité d'action y croit, peut-être pas forcément au travers d'une élection comme nous allons avoir, mais au travers d'un cadre que nous appelons encore une fois et que nous appelons de tous nos voeux, pour lequel nous travaillons depuis une décennie, c'est le cadre de la transition politique en Côte d'Ivoire. Voilà les mots sur lesquels je voulais terminer et tout en espérant, Jacques Rougier, vous revoir dans une semaine. Nous souhaitons vraiment, pour ceux qui sont aux États-Unis, bon week-end de fête de travail, comme on l'appelle. Les États-Unis, c'est particulier. Notre fête de travail, c'est en septembre, donc le 1er septembre pour ceux. Et puis, pour tous ceux qui vont assister à la rentrée des classes des enfants à partir de la semaine prochaine, ou bien déjà même qui l'ont déjà fait, ben, bonne rentrée à toutes les familles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vos interventions sont de plus en plus appréciées par les Ivoiriens. Nous recevons beaucoup de coups de fil. Docteur Eric Edi, continuez ce que vous faites. Je sais que vous êtes très occupé, mais les Ivoiriens ont plus que besoin des cadres comme vous. Portez-vous Je bien. vous en prie. Je vous en prie. C'est une lourde charge que nous allons toujours nous employer à supporter. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, nous arrivons donc au thème donc, de cette émission spéciale consacrée aux révélations de M. Essi Amara. Nous avons donc révisité donc 2011 à travers donc un témoignage qui change donc la donne. L'arrestation donc de Laurent Gbagbo n'a pas été donc disons une victoire ivoirienne et une victoire des forces nouvelles et une victoire de Soro Guillaume qu'on a tenté de nous faire croire, mais l'acte décisif d'une intervention donc étrangère, une intervention donc de la France. Alors, donc disons que 14 ans plus tard, alors que la Côte d'Ivoire se prépare, j'allais dire, pour 2025, la question demeure entière. Notre démocratie repose-t-elle sur la souveraineté donc des unes ou sur donc les rapports donc de force imposés? Merci à notre invité, docteur Eric Edi, pour son éclairage. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et rendez-vous pour notre mission. Demain, nous allons donc avoir l'activiste Aouma Gaël Lakba pour faire un peu le point de la situation. Et donc le samedi, comme d'habitude, avec le docteur Bogasako, donc Gervais. Demain, ça sera donc aux environs, je pense, de 13 heures. Voilà, 13 heures, je pense, 13 heures. Et avec Dr Bogasako, samedi, ça sera donc aux environs. Alors, quand je dis 13 heures, c'est plutôt 13 heures au niveau des États-Unis, ce qui veut dire 13 heures, 14, 15, 16, 17, 18 heures, c'est ça, 13, 14, 15, 16, 17, 17 heures.
17 GMT. Et avec le docteur Bogasako, ça sera donc à 10 heures, ce qui veut dire 14 heures GMT au niveau donc de Paris, 16 heures. Merci beaucoup et surtout, hein, portez-vous bien et bien de choses à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, à Mike, Éléonore, ma soeur, j'oublie tout. Alors, elle va se fâcher hein, si j'oublie son nom aujourd'hui. Hein. Eugénie, voilà. Eugénie, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.